notre site et vous en connaîtrez beaucoup plus. Ce qui est surtout important aujourd'hui, c'est qu'on parle du sujet en question. J'aimerais introduire le docteur Mario Messier du groupe Entreprises en santé. Et je vais introduire Mario un peu plus dans un instant, mais on a un rituel, pour ceux qui nous connaissent, et qui fait partie des rituels de chez Mindspace, c'est de se déposer. Alors, très souvent, on arrive d'une rencontre, d'un webinaire à l'autre, et notre tête est quand même bien active avec tout ce qui s'est passé avant, les préoccupations, le webinaire, ça va sur quel sujet. Et on vous invite à 1 minute de silence. Alors, je vais tout simplement laisser la salle dans le silence. Et on commence en ce moment ici. Donc, l'invitation, à la limite, pour ceux qui le veulent, c'est de bien déposer les pieds à terre. Et tout simplement, observer sa respiration, pour ceux qui le désirent. Alors, on observe sa respiration sans effort. Si vous êtes confortable, vous pouvez même fermer les yeux. Alors, en observant la respiration, on enlève l'attention d'un cerveau qui est occupé. Si l'attention quitte vers les pensées, l'expression est tout simplement de ramener l'attention sur la respiration, le cycle de l'air qui entre et qui sort sans effort, sans jugement. Tout simplement se déposer dans la respiration et dans son corps pour donner une petite pause au cerveau. Et voilà, une petite minute de répit. Alors, encore une fois, Mario, bienvenue. Alors, Mario est directeur scientifique au groupe Entreprises en santé depuis un bon nombre d'années. Il va se présenter un peu plus de détails dans quelques instants. Donc, Mario a également été médecin dans plusieurs entreprises, surtout dans les régions de Granby, je pensais quand on le laisse, et est actuellement aussi directeur médical chez GE et chez IBM. Alors, il y a aussi là, plus de descriptifs là, qui ont relié à l'atelier. Vous pouvez voir plus d'informations sur Mario. Alors, si vous me permettez, on va tout de suite commencer avec la conversation, encore peut-être par la première étape. Mario, peut-être nous présenter un peu plus qui est Groupe Entreprises en santé. Je pense que plusieurs le connaissent, ceux qui sont ici aujourd'hui, d'autres peut-être moins. Alors, qui est le Groupe Entreprises en santé et à quelque part ton rôle au sein de cette organisation-là? Très bien. D'abord, bonjour Carl. Bonjour tout le monde. Groupe Entreprises en santé, c'est un organisme à but non lucratif qui a été formé il y a 16 ans maintenant, qui s'appelait au départ GP2S, le groupe de promotion pour la prévention en santé. C'est une organisation qui a été fondée à l'origine d'une idée, d'un concept, d'une vision de Roger Bertrand, qui a déjà été en politique, qui avait comme rêve qu'on arrête de tout mettre l'argent dans le curatif puis qu'on en mette plus dans le préventif. Et le groupe Entreprises en santé a été fondé par lui et plusieurs autres personnes avec l'idée de faire en sorte d'aider les milieux de travail, en fait, de sensibiliser, d'outiller, de reconnaître les milieux de travail qui mettent en place des démarches, des pratiques de santé mieux-être dans leur milieu. Moi, je me suis joint au groupe, là, en fait, dès, on pourrait dire même la gestation du groupe, alors que le groupe est encore un concept qui n'était pas créé en 2005. Et d'un point de vue plus personnel, j'ai été pendant 25 ans médecin de famille, j'ai pratiqué la médecine de famille à Granby. J'ai bifurqué progressivement vers la médecine du travail que je pratique encore là, chez IBM et GE, comme tu le mentionnais, Carl. Mais avec le temps, j'ai fini par réaliser que ma réelle passion dans la vie, ce qui m'allumait, c'est de comment on fait pour garder les gens en bonne santé. C'est ce qui m'a amené au groupe Entreprises en santé et à collaborer avec des gens aussi intéressants que toi d'ailleurs. Voilà. Et tu as sûrement, avec les 15-16 ans, là, il y a eu quand même une grande différence. On parlait à peine de prévention à l'époque. Donc, je me permets, là, qu'est-ce que tu vois de différent aujourd'hui dans l'entreprise? La progression est significative? On est à l'aube de l'explosion au niveau de la progression? Ou... Écoute, il y a définitivement une progression. Puis je raconterai une petite anecdote peut-être pour illustrer cette progression-là. Quand on a fondé le groupe, là, il y a 16 ans maintenant, on allait rencontrer des organisations, on allait rencontrer des entreprises, des différents ministères, etc. Puis, pas toujours, mais parfois,
on se faisait dire de façon plus ou moins explicite, écoutez, c'est du rêve, ça, votre affaire. C'est pas concret. Voyons, donc, pouvoir ces entreprises vont commencer à s'occuper de la santé, du mieux-être des employés. C'est de l'affaire des employés, ça, cette affaire-là. Aujourd'hui, on n'entend plus ça. Je pense que c'est quand même acquis de façon très, très, très large qu'un concept qu'on pousse beaucoup au groupe Entreprises en santé, c'est la notion de responsabilité partagée. C'est-à-dire que oui, la santé, c'est bien sûr une affaire individuelle, une affaire de comportement, d'habitude de vie, mais le milieu de travail a une part de responsabilité très significative. D'ailleurs, par exemple, en santé mentale, j'ai l'habitude de citer, je me rappelle pas où j'avais pris ça, mais je trouve ça intéressant, c'est en disant que quand un employé ou une personne a un problème ou des difficultés en santé mentale, parfois l'entreprise est en partie responsable, parfois non. Donc, des fois, elle fait partie du problème, des fois pas, mais elle peut toujours faire partie de la solution, c'est-à-dire qu'elle peut aider son employé, qu'elle soit ou pas impliquée dans la genèse du problème. Là. Alors, fait que ça c'est une grande, grande différence. Je pense que les entreprises ne savent pas toujours comment faire puis comme par quel bout prendre ça, mais il n'y en a plus beaucoup d'entreprises qui pensent que la santé, c'est juste l'affaire des employés. Moi, ce qui m'encourage, j'ai beaucoup travaillé au niveau de la santé et sécurité en entreprise, dans le développement de la culture d'entreprise, et on ne se pose plus la question. Est-ce que la sécurité appartient à l'employé ou à l'employeur? C'est évidemment conjoint. Ça me donne l'impression qu'on en est là au niveau de la santé mentale aussi. C'est la progression qu'on a vue en santé et sécurité, on est en train d'avoir au niveau de la santé mentale également. Je ne sais pas si tu es d'avis avec ça. Là. Oui, ben, parfaitement. Puis d'ailleurs, je mentionnerais aussi que beaucoup au début, moins aujourd'hui, les gens confondaient santé mieux-être et santé sécurité. Quand on parlait de santé au milieu de travail, ben, c'était la santé sécurité, ce qui est déjà un bon acquis, là, parce qu'il y a 30 ou 40 ans, la santé sécurité, c'était pas acquis dans les milieux de travail. Il y a 15 ans, santé sécurité, c'était pas mal acquis. L'aspect mieux-être, moins. Mais là, de plus en plus. Parlons-en d'ailleurs. On va parler aussi de la norme entreprise en santé, qui est un excellent vecteur dans ça. Mais avant même qu'on rentre dans la norme, un employé en santé, justement, dans le contexte dont on en parle, pas tellement la santé comme on la trouvait dans santé et sécurité, mais la santé telle que tu l'aperçois avec cette notion de santé mentale, de mieux-être, etc. Comment tu définis un employé en santé, cette nouvelle notion-là? C'est une très bonne question, Carl, dans le sens que souvent, en fait, toujours quand je commence une présentation ou que je vais en milieu de travail, je commence par dire avec l'employeur ou les gens, écoutez, on s'entend que ce qu'on vise à faire avec une démarche ou un programme de santé mieux-être, c'est d'avoir des employés en meilleure santé globale. Mais c'est quoi un employé en bonne santé? Écoutez, je réfère souvent un peu, il y a une historique là-dedans, dans le sens que si on remonte au Moyen Âge, il y avait Descartes qui avait défini un jour la santé comme suit. Il avait dit la santé, c'est le silence des organes. Ce qui est pas faux. Quand notre corps est complètement silencieux, habituellement, ça va bien. Un autre concept qui a émergé au 20e siècle, qui est encore largement répandu, c'est que la santé, c'est l'absence de maladie. Et ça, c'est le modèle médical qui dit que le corps, dans le fond, c'est une machine dont on s'occupe uniquement quand elle est brisée. Puis quand ça va bien, on s'en fait rien, on s'en occupe pas. Mais nous, au groupe Entreprises en santé, puis ma définition de la santé, en fait, elle nous vient de l'Organisation mondiale de la santé, définition qui est dans la charte de fondation de l'Organisation mondiale de la santé, puis qui dit que la santé, ce n'est pas que l'absence de maladie, c'est plutôt un état de bien-être physique, psychologique, social, et on ajoute parfois spirituel, pas dans le sens de religieux, mais dans le sens de ma vie est en ligne avec mes valeurs et elle a du sens. Selon cette définition-là, ben, un employé en bonne santé, ben, c'est un employé qui est bien dans son corps, qui est bien dans sa tête, qui est bien dans son équipe de travail, santé sociale, puis que sa job, elle a du sens, puis est en ligne avec ses valeurs. Puis quand on obtient ça, bien, on obtient un employé qui est heureux, qui est bien, qui n'a pas le goût d'aller voir ailleurs, qui revient à la maison puis qui a encore de l'énergie parce que son travail ne l'a pas rendu très fatigué, très malade, mais l'a plutôt nourri, énergisé. En fait, un employé en bonne santé, c'est un employé qui vit dans un milieu de travail qui génère de la santé et non pas de la maladie comme on voit parfois. Ce changement de cap paradigme assez majeur. On est vraiment dans l'expression de la meilleure version de soi plutôt que d'essayer de réparer des choses qui ne marchaient pas bien. Là.
Oui, Comme exactement. changement. Okay. Et avec cette définition, il y a quand même quelque chose d'important qui est arrivé il y a plusieurs années, c'est cette norme d'entreprise en santé, un peu comme on a vu avec d'autres choses, d'autres éléments comme ISO, etc. Donc, on sait que souvent les systèmes vont conditionner les comportements. Donc, ça, c'est une forme d'approche structurée en entreprise qui justement vient donner un coup de main aux entreprises de développer cette culture-là. Tu me parler un petit peu plus, c'est quoi cette norme entreprise en santé, parce qu'il y en a qui ne la connaissent peut-être pas. La norme, en fait, c'est une initiative québécoise originale, dans le sens que c'est toujours, et actuellement, c'est toujours la seule norme élaborée selon les critères d'ISO international en santé globale en milieu de travail. Et le groupe Entreprises en santé, quand il a été créé et qui est arrivé il y a une quinzaine d'années, on s'est rendu compte que plusieurs employeurs, ce qu'ils nous demandaient, c'est tant qu'à mettre des énergies et des efforts en santé mieux-être, c'est comment le faire de façon efficace et souvent ils nous disaient rentable, mais on s'entend efficace, c'est-à-dire comment on peut faire pour améliorer la santé. Puis tant qu'à le faire, on peut être reconnu. On peut avoir une espèce de reconnaissance. D'où l'idée de créer une norme élaborée selon des critères internationaux d'ISO. Une norme qui serait une norme publique, c'est-à-dire que la norme entreprise en santé, c'est pas une norme privée qui appartient au groupe, c'est une norme publique comme ISO. On a mandaté le Bureau de normalisation du Québec, puis j'ai eu la chance de travailler sur le comité qui a élaboré cette norme-là. C'est comme toutes les normes ISO, c'est une norme qui est élaborée de façon consensuelle, c'est-à-dire avec des représentants des entreprises, des experts, des parties prenantes, gouvernements et autres, et des représentants des employés. Donc, c'est une norme qui tient compte des préoccupations, des enjeux de toutes ces parties-là et qui vient proposer à l'entreprise une démarche structurée, basée sur les meilleures pratiques pour faire en sorte que ces efforts en promotion de la santé amènent les employés en meilleure santé et, s'ils le désirent, d'obtenir une reconnaissance par le Bureau de normalisation du Québec sous la forme d'une certification. C'est une norme qui a 15 ans d'âge, qui a été quand même assez bien accueillie au Québec, en ce sens que la plupart des fournisseurs de services, les ministères, ont accepté cette norme-là qui dans le fond, ne réinventait pas la roue. Là. Elle est basée sur les grands principes de développement organisationnel, mais à créer un cadre logique, structuré. J'hésite à parler du mot recette parce que c'est plutôt un guide, parce qu'il faut que cette norme-là elle tient compte du fait que chaque milieu de travail est unique, puis qu'il faut, quand on met en place des initiatives dans un milieu de travail, tenir compte de la réalité du milieu psychosocial, etc. Donc, c'est une norme qui a quand même eu un impact. Une des preuves de ça, c'est que le gouvernement du Québec, depuis 3 ans, a une politique de prévention en santé. Et dans cette politique-là, qui est une politique interministérielle, qui en principe touche tous les ministères, une des pistes d'action, c'est d'encourager les milieux de travail à mettre en place des démarches de type entreprise en santé, c'est-à-dire inspirées des enseignements ou des guidelines que la norme nous donne. Je pense que ça peut être une excellente source d'information pour les gens. Ça peut être très au service là, de donner une direction. Aussi, ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup de contenu dans ça. Alors, ça permet aux gens de comprendre c'est quoi les meilleures pratiques. Pour avoir plus d'informations, Mario, on va sur votre site. Est-ce qu'il y a d'autres endroits qu'on peut aller pour ça, pour ceux qui veulent se mettre en mouvement par rapport à ça? Effectivement, le groupe Entreprises en santé, la norme, c'est un peu notre bébé. Donc, sur notre site, effectivement, on a de l'information. On vient, faut dire que cette norme-là, qui était une norme québécoise jusqu'à récemment, elle a été revisée l'an passé et il y a une nouvelle version de la norme. C'est pas une nouvelle norme, c'est une nouvelle version revisée, on pourrait dire revue et améliorée de la norme Entreprises en santé avec l'expérience des dernières années, qui est maintenant une norme canadienne. Donc, sur le site du groupe Entreprises en santé, on voit des informations et on a produit aussi ce qu'on appelle, nous, le manuel d'accompagnement. C'est vraiment un manuel pour guider les entreprises pas à pas pour celles qui veulent mettre en place la norme, avec des exemples d'entreprises, des formulaires, des outils pour documenter ce qu'ils font. Bref, un guide pratico-pratique pour mettre en place la norme qu'on appelle le manuel d'accompagnement. Puis on a aussi développé en parallèle avec cette norme-là depuis 2 ans maintenant ce que nous on appelle la démarche entreprise en santé, parce qu'on s'est rendu compte avec le temps que la norme, qui est vraiment un recueil des bonnes pratiques puis un mode d'emploi pour mettre en place une démarche structurée
C'est peut-être un gros morceau, c'est perçu un peu gros par les petites et les moyennes entreprises, ce qui fait qu'on a développé ce que nous, on appelle la démarche entreprise en santé, qui permet aux plus petites ou même aux moyennes entreprises d'y aller par petites étapes, par petites bouchées, et d'obtenir une reconnaissance. À ce moment-là, c'est pas une certification qui est offerte par le groupe, par le Bureau de normalisation du Québec. C'est une reconnaissance qui est offerte par le groupe quand ils vont mettre en place un certain nombre de meilleures pratiques. Ils peuvent être reconnus entreprises en santé niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et tout ça, c'est sur le site web du groupe Entreprises en santé. Et c'est offert gratuitement à tout le monde en autant qu'ils deviennent membres, ce qui est gratuit, de la communauté Entreprises en santé du groupe. Bon, ben merci, Bertrand. Ça fait toute partie de notre introduction. J'espère que tout le monde, c'est tellement riche comme information, je voulais m'assurer que tout le monde l'est. On va sauter dans le sujet encore plus précis, le focus qu'on vient donner aujourd'hui. Donc, Mario, je pense, l'an passé, jusqu'avant la pandémie, il a quand même fait une grande tournée des régions Québec. Il y a eu énormément d'informations. Vous allez en cueillir d'informations. Je vais être un peu plus spécifique dans mes questions pour respecter le temps qu'on va avoir. Je vais essayer du temps des questions. On a déjà parlé de ça avant, Mario et moi. J'ai quand même eu des échos, des choses qui émergeaient. C'est ce qui a donné le titre de ce webinaire ici, où on voulait, dans les meilleures pratiques, il y a plusieurs meilleures pratiques qui ont émergé, je pense, dans cette tournée-là. Si tu me permets, on va aller peut-être au sujet plus spécifique des meilleures pratiques qu'on a annoncées pour le webinaire. Il y en a une notamment qui a émergé, qui est celui du leadership bienveillant. Alors, on ne fera peut-être pas le tour de l'ensemble des meilleures pratiques qui ont émergé, juste parce qu'on va manquer de temps, puis il y en avait tellement. Peut-être on va commencer à cibler sur les deux dont on s'était parlé en avant. Il y avait la notion du leadership bienveillant, qui pour toi, je pense, qui a émergé de façon très claire lors de ces entretiens-là. Peux-tu nous en parler de peut-être comment tu as perçu ça, comment ça a émergé lors de ta tournée, et ça se définit comment, cette notion de leadership bienveillant? Pourquoi est-ce que c'est important pour les leaders? Oui. En fait, Carl, je préciserais peut-être qu'en fait, notre tournée elle nous a permis de découvrir plusieurs leaders bienveillants au Québec, mais cette notion-là de l'importance du leadership bienveillant, elle vient pas uniquement de la tournée. C'est vraiment une prise de conscience progressive qui est venue avec le temps, mais qui était confirmée par la tournée, puis qui est confirmée quand on va dans les milieux de travail qui ont en place des cultures de santé mieux-être. Parce que, sans entrer dans le détail, quand on parle des meilleures pratiques, bon, la première, ça j'ai l'habitude depuis des années de le mentionner, c'est même pas une meilleure pratique ou un facteur de succès, c'est une condition sine qua non du succès d'une démarche de santé, c'est l'engagement de la direction. Si la direction y croit pas, si c'est pas une priorité, on peut pas aller très loin à ce niveau-là. Mais j'avais l'habitude de penser, puis en fait, la littérature aussi était très riche là-dedans, de dire que si on voulait convaincre la direction, puis si on voulait que la direction embarque, il fallait lui donner des chiffres de rentabilité, puis le business plan ou l'argumentaire d'affaires, puis lui montrer que c'était une bonne décision d'affaires. Ce qui n'est pas très difficile, parce qu'on le sait, quand on est dans le milieu, on est tous convaincus de ça, puis on a plein d'exemples qu'investir dans la santé de ses employés, c'est rentable. D'ailleurs, il y a un directeur général dans la Beauce qui a implanté la norme d'entreprise en santé, M. Guy Drouin, qui avait l'habitude de dire que les entreprises ont compris depuis longtemps qu'investir dans l'entretien préventif de leurs machines, c'est rentable. Ben, il serait temps qu'ils comprennent que l'entretien préventif de leurs employés, c'est une bonne décision d'affaires. Donc, on avait l'habitude de mettre beaucoup l'énergie là-dessus. Puis à un moment donné, avec l'expérience, je me suis rendu compte que si le focus était mis juste sur l'aspect rentabilité, ben les chefs d'entreprise qui allaient de l'avant avec une démarche, avec la norme ou pas, s'ils le faisaient pour des raisons uniquement financières, ça marchait pas très fort. Pourquoi ça marchait pas très fort? Parce que les employés le sentent. En fait, l'objectif, ce n'est pas d'améliorer leur santé, c'est de passer le citron encore un peu plus. Ce qui fait que, avec le temps, j'ai développé le concept qu'il fallait que les chefs d'entreprise, oui, soient engagés, mais engagés de façon éclairée, c'est-à-dire qu'ils sachent vraiment dans quoi ils s'en aillent. Et plus récemment, c'est là qu'a émergé la notion de bienveillance, que si on voulait vraiment que ça marche, il faut que les employés sentent que la direction, l'entreprise, elle a à cœur leur bien-être. Elle a à cœur leur santé, leur bien-être, elle se préoccupe d'eux. C'est presque essentiel si on veut que les employés embarquent, si on veut que les employés se sentent bien, si on veut que les employés aient le goût d'être
partenaire avec l'entreprise, qui se sent pas comme une autre machine qu'on utilise jusqu'à temps qu'elle brise, mais plutôt comme un travail où ils ont l'occasion de se développer, de grandir, d'être bien, tout en collaborant à la mission de l'entreprise. Ce qui est intéressant dans cette notion-là, c'est que le leadership bienveillant, c'est pas un leadership nécessairement qui nie la réalité de l'entreprise puis le besoin de la rentabilité. C'est simplement une notion qui dit que, écoutez, on va s'organiser pour être productif, on va s'organiser pour être rentable, mais parce que vous allez avoir le goût de collaborer, parce que vous allez être bien, selon cette notion de santé globale, physique, psychologique, sociale et même spirituelle. Puis, oui, j'enchaînerai avec la notion de la tournée. Quand on a fait la tournée du Québec l'an passé, on est allé dans toutes sortes de régions. Puis, une des choses que ça m'a permis de découvrir, parce que la façon qu'on a procédé pour cette tournée-là, on contactait des organismes régionaux qui connaissaient bien les entreprises dans leur coin. On organisait un événement avec eux, puis ils nous pistaient sur des entreprises du coin qui étaient reconnues pour leurs bonnes pratiques. Et dans presque tous les cas, ça ressortait clairement cette notion, cette valeur de bienveillance. Et si tu veux, je peux donner quelques petits exemples de ça. Je me souviens, par exemple, on s'est retrouvé à Sherbrooke au printemps. C'était juste avant le début du COVID. Et une des entreprises qui était là, que je connaissais pas du tout auparavant, qui s'appelle la Savonnerie des Diligences, la directrice générale, Mme Lejour, nous expliquait qu'elle, elle a parti sa business dans son sous-sol. Elle fabrique des savons et des produits de soins corporels. Elle a parti ça il y a quelques années. Très, très PPE, très, très petites entreprises. Mais dans sa vision des choses, dans sa mission, dès le début, j'ai compris que moi, mon rôle comme directrice générale, c'était de faire en sorte que mes employés soient heureux. Eux autres, ils feraient grandir mon entreprise, puis ils s'occuperaient du développement d'affaires et de la business. Ce qu'elle a fait, et un exemple de ça, par exemple, elle m'explique qu'à chaque fois qu'elle engage un nouvel employé, elle s'assoit avec lui, puis elle lui demande, c'est quoi tes rêves dans la vie, toi? C'est quoi tes... Puis pas juste les rêves professionnels, là. C'est quoi tes rêves dans la vie? Puis elle assure l'employé que l'entreprise va aider son employé à réaliser ses rêves dans ça. Ce qui fait que cette petite entreprise Savonnerie toute petite dans un sous-sol est maintenant à 75 ou 80 employés, 250 sites de vente au Québec, est très prospère, très rentable, mais elle n'a pas perdu cette idée-là que son rôle premier, c'est de s'assurer que ses employés sont bien. Et ça, j'ai vu ça un peu partout. Sur la Rive-Sud, il y a une petite compagnie qui s'appelle Tutello, développement d'outils informatiques puis de solutions d'affaires. Chez qui, eux autres, la mission, dans leur mission d'entreprise, ce qui vient en premier, c'est le bien-être puis l'engagement des employés. Puis après ça, la satisfaction des clients. Puis après ça, que les actionnaires soient contents comme étant un résultat. Tutello, par exemple, ils commencent les employés avec 8 semaines de vacances, ils vont à 12 semaines. Ils ont un horaire de 32 heures par semaine. Même avant la pandémie, télétravail, horaire flexible, tout ça s'était mis de l'avant. Ils favorisent beaucoup, en fait, le concept de la tribu, santé sociale, de santé qu'on appartient à un groupe. Et j'ai eu l'occasion dans notre tournée d'interroger le président, M. Benoît Brunel, puis il disait, puis là, il y a quelqu'un dans la salle qui écoutait tout ça, puis comme tout le monde qui était un peu surpris, on va dire, de la bienveillance puis de la générosité de l'entreprise envers les employés. Donc, il y a quelqu'un dans la salle qui a dit, ouais, mais vos actionnaires puis vos banquiers, qu'est-ce qu'ils disent de ça, eux autres? Puis M. Brunel avait une réponse toute simple. Il a dit, écoutez, moi, je leur montre nos états financiers, puis ils n'ont plus rien à dire. Autrement dit, c'est pas nécessairement aux dépens de la rentabilité qu'on fait ça. C'est plutôt en faveur de la rentabilité qu'on s'occupe vraiment du bien-être des employés. Puis ça, j'en ai vu dans l'Estrie, j'en ai vu en Gaspésie, j'en ai vu sur la Côte-Nord. Je me rappelle d'une petite entreprise à Chicoutimi, toute petite, 12 employés. Ils vendent des bateaux puis des équipements récréatifs. Le directeur général, il n'y avait pas de plan de ressources humaines, il n'y avait pas de démarche structurée, mais il nous expliquait que dans chacune des décisions, c'était un peu comme une famille. Il s'occupait de ses employés comme si c'était ses frères, ses sœurs, ses enfants. Et ça fonctionnait. Donc, cette notion de bienveillance, on l'a retrouvée
un peu partout dans les entreprises qui avaient été ciblées comme étant des belles entreprises autour du Québec. OK. Alors, si on enchaîne, bien, il y a deux petites choses. Ça fait quand même, je pense que les deux, ça fait plusieurs décennies qu'on travaille en entreprise, là. Ça fait quand même quelques temps qu'on dit que l'employé, évidemment, que les ressources humaines sont importantes. Il me semble qu'il y a quand même un shift de paradigme qui est en train de s'installer là. On n'en est plus justement à une ressource humaine. On est à, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que c'est vraiment l'humain à l'avant-plan. C'est même qu'est-ce que l'humain veut, c'est quoi ta force, l'exemple que tu donnais, c'est quoi ta passion, puis comment on peut l'amener au service de l'organisation. Et non, voici l'organisation et comment on peut utiliser ta passion. Il y a comme il semble avoir un shift de paradigme qui est en cours et peut-être voir qu'est-ce que tu sens qui est différent, parce qu'il nous reste peut-être une dizaine de minutes le maximum là, avant qu'on passe aux questions. Donc, qu'est-ce que tu sens qui est différent dans la façon qu'on aborde l'humain aujourd'hui versus justement il y a 5, 10 ans, où on sent justement une plus grande sensibilité. Moi, ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, il y a une forme d'authenticité dans les leaders par rapport à leur connexion avec l'humain. Donc, est-ce que tu as vu une évolution quand tu te promenais là, dans les régions du Québec, que l'approche humaine a évolué depuis 5 à 10 ans? Oui. Ben, mais tu sais, pendant longtemps, puis c'est encore vrai beaucoup, on voit les humains au service de l'entreprise. Les humains, oui, puis souvent quand on fait des initiatives, on fait ça pour que l'entreprise prospère, pour que l'entreprise fasse plus de sous, etc. Mais c'est un peu sous-entendu, l'humain est un peu secondaire. Oui, il est nécessaire, il est utile, mais à la limite, pour certains, c'est comme un mal nécessaire. Là. Ce que je vois qui change, c'est ce concept-là, cette notion-là que, un peu comme je racontais pour tout Hello, mais j'en ai d'autres entreprises où c'est clair, la mission première de l'entreprise, c'est de faire en sorte que les employés soient heureux, soient bien, se développent. Et de façon un peu paradoxale, ces entreprises-là, ils font le pari, puis ça marche très souvent, que ça nuira pas au développement de l'entreprise, au contraire. Ça va lui permettre de grandir. Puis ça, ben, il y a 20 ans, il y en avait probablement, là, mais c'était extrêmement rare. Là, on commence à voir ça de plus en plus. J'aurais pas le temps, mais j'en avais une douzaine d'entreprises à te raconter qui avaient un peu des modèles d'affaires comme ça. Ça, c'est juste ceux qui me venaient en tête hier soir quand je faisais une petite liste, là, mais il y en a plein. Et il y a comme un changement de paradigme, mais ça fait partie de l'évolution de notre société, tu sais, où un peu comme on voyait notre planète et les ressources comme étant au service de l'humain. Puis on réfléchissait pas qu'on fait partie de cet écosystème-là, puis que si on presse le citron trop fort, à un moment donné, l'écosystème ne pourra plus nous soutenir. C'est un peu dans cette même notion-là de dire, ouais, mais l'humain, dans une entreprise, c'est pas un citron qu'on presse, puis quand il est plus bon, on le jette, là. Il faut cette valeur-là. Puis avant la pandémie, ce qui était un moteur très, très fort pour pousser ça, c'était bien sûr la pénurie de main-d'œuvre, parce que là, les employeurs, à un moment donné, sentaient qu'il n'y avait plus le choix. Les travailleurs acceptaient de venir travailler chez eux s'ils sentaient cette volonté-là qui se manifestait par la conciliation, etc., différentes options qui assuraient leur mieux-être. Mais c'est aussi l'éveil des chefs d'entreprise, dans le sens que vous autres, vous êtes dans la pleine conscience, méditation, il y a 20 ou 30 ans, c'était très ésotérique, c'était très vu de loin, et les chefs d'entreprise, ils regardaient ça souvent avec un petit air un peu presque de mépris parfois, de moins en moins. On se rend compte que c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui est là pour notre bien, et qui se fait pas du tout au détriment de la productivité. C'est ça le gros changement. Ouais. OK. Parce que c'est un terme que tu utilises beaucoup, si tu me permets, je l'ai emprunté depuis que je t'ai entendu parler d'utiliser cette terminologie d'une saine performance. Alors, cette notion, c'est clair que l'organisation, puis encore bien des gens qui nous écoutent, je suis certain, c'est bien beau parler de mieux-être, oui, mais il faut que l'entreprise, ça soit rentable. Il faut qu'il y ait de la performance. Il y a encore des actionnaires, il y a encore de la pression, globalement, encore plus avec le COVID, évidemment, plusieurs modèles sont affectés. Alors, cette notion de saine performance, moi, elle m'interpelle, elle me parle. Comment est-ce qu'elle a émergé? Puis pour toi, elle veut dire quoi, la saine performance aujourd'hui? Donc, où toutes les parties prenantes sont tenues en compte. En fait, ce concept-là a émergé du fait que
on le sait, pour encore beaucoup d'entreprises, quand on veut les convaincre, il faut quand même les convaincre aussi que mettre en place des démarches de santé mieux-être ne se ferait pas aux dépens de la productivité, puis qu'on va pas, bon. Fait que bon, à un moment donné, on est arrivé avec le concept de santé mieux-être et productivité. Mais ça laisse encore l'idée que c'est la santé mieux-être au service de la productivité et non pas l'inverse. Alors, le petit mot qu'on rajoute de plus de saine productivité, ça se dit, ouais, mais c'est ça, c'est la productivité, pas aux dépens de la santé, mais c'est plutôt parce qu'on augmente la valeur de la santé. Fait que c'est dans ce concept-là, puis c'est pour garder cette notion-là aussi de productivité qu'on ne doit pas évacuer, parce qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui, si on n'en parle pas, ben ils nous écouteront même pas. Mais en parlant de saine productivité, ça vient de mettre une petite coche, mais qui change tout. C'est pas encore là, c'est pas la productivité au dépens, mais plutôt par la santé des employés. Non, je trouve que c'est, en tout cas, personnellement, je trouve que c'est si simple, ça dit tout. Saine performance, je trouve que ça vient donner un nouveau sens aux performances, effectivement. Alors, il nous reste peut-être 5 minutes là, de conversation pour ouvrir aux questions, parce qu'on va poursuivre là, cette exploration-là, mais on aimerait que ça vienne des participants qui sont très nombreux ce matin. Alors, peut-être la dernière question, c'est, oui, OK, le leadership bienveillant, ça vient d'arriver, oui, il faut qu'on soit là. Des fois, je suis curieux de voir, il y en a pour qui c'est naturel, mais là, on vise une transformation de société. On sent que le modèle économique tel qu'il est là tient plus la route. Tu sais, on regarde juste l'écosystème et toute la pression sur nos ressources, etc. Donc, je pense que c'est assez bien connu. Et des grands de ce monde aussi, je sais que le CEO de BlackRock, un des plus grands fonds d'investissement, etc., dit que les entreprises ne peuvent plus fonctionner comme ils fonctionnent. Il y a un consensus qu'on doit changer les choses. Cette notion de leadership bienveillant-là, on parle de B Corp aussi, il y a plusieurs mouvements en cours là, de l'entreprise qui justement visent une saine performance. Question, les leaders, est-ce qu'on est comme ça? Est-ce qu'on peut les développer en quelque part? Quels sont peut-être les obstacles à développer ce leadership bienveillant, moi que j'appelle des fois conscient? Puis je sais que c'est une question qui est ouverte, il n'y a pas toutes les réponses maintenant, mais on peut peut-être commencer par au moins avoir cette conversation-là, puis on va la poursuivre d'ailleurs. Je vais expliquer à la fin du webinaire que c'est une conversation qu'on va avoir ensemble aussi un peu plus tard dans le mois. Mais peut-être une première pensée sur ça, Mario. Bien, la première pensée que j'ai, bon, effectivement, on sait qu'il y a certaines personnes qui l'ont plus que d'autres, cet état ou cette qualité, on va appeler ça une qualité de bienveillance, qui regroupe les notions d'empathie, de sympathie, d'intelligence émotionnelle, etc. Et il y en a qui l'ont par leur vécu, leur éducation, leur personnalité. Il y en a qui l'ont moins. Fait une des choses qui est présent, c'est sûr, c'est que quand c'est présent dans une culture d'entreprise, ben, à un moment donné, on va choisir des dirigeants qui l'ont aussi. Parce que ça se détecte. Il y a des. Maintenant, il y en a qui l'ont plus ou moins. C'est pas tout blanc, tout gris ou tout noir. Là, il y a différents niveaux. Comment on peut. Puis ça, c'est une excellente question. D'ailleurs, quand on a préparé cette entrevue-là, on m'a posé cette question-là. Puis j'ai réfléchi au fait que jusqu'à maintenant, parce que c'est relativement nouveau, là, ça se dirait 1 an ou 2, là, la notion de bienveillance, qu'on met l'emphase là-dessus. J'avais pas beaucoup de réponses là-dessus. Puis, en fait, en jasant avec toi, j'ai réalisé que oui, c'est vrai que souvent, les entreprises ou les personnes, quand elles ont des comportements un peu plus égoïstes ou méchants, c'est quand la peur s'installe, quand on a peur de perdre quelque chose, quand on craint, puis que là, on vise des objectifs, on craint de perdre le support de ses actionnaires, on craint X, Y, Z. Fait que c'est sûr qu'en améliorant la confiance en soi, l'état de stabilité émotionnelle de la personne, on crée des conditions qui sont favorables à la bienveillance. Et ça, ben, comment on fait ça? Je dirais, c'est le développement de la direction au niveau personnel. Il faut que ça passe par là. Il y a pas. D'ailleurs, on dit toujours, il faut commencer par former. J'avais l'habitude de dire, il faut commencer par former la direction, après ça, les gestionnaires, après ça, les employés. Mais je pense que comme par exemple, ce que vous offrez de pleine conscience, il faut que si on veut vraiment avoir un impact dans l'entreprise, il faut que la direction elle-même développe cette notion-là de pleine conscience, de
c'est ce qui permet la confiance de ne pas viser juste des objectifs à court terme, mais des objectifs à plus moyen terme, long terme. Quand on parle de développer la santé, le mieux-être ou la saine productivité, ça peut pas se faire avec uniquement des objectifs à court terme. C'est comme, il y a comme une incompatibilité. Ce qui m'encourage, c'est que je vois au travers des très grandes sociétés mondiales qui, eux, les présidents de ces grandes sociétés-là, ont mis l'accent sur le développement de soi, c'est-à-dire en anglais self-awareness, donc une meilleure connaissance de soi, une meilleure gestion de soi. C'est des notions d'intelligence émotionnelle qui sont là depuis un certain temps d'entreprise, mais les auteurs d'intelligence émotionnelle, je pense à Daniel Goleman, aujourd'hui, ces écrits sont justement sur cette notion de pleine conscience. C'est une chose de décrire, oui, on doit mieux se comprendre, on doit mieux se gérer, mais comment est-ce qu'on fait ça? Donc, et je pense que tu as mis le doigt dessus quand tu parles de la peur. Je pense que c'est l'enjeu numéro 1. Et la peur se fait de toutes sortes de façons. Là. Ça peut être trop d'activités, trop de projets à livrer, etc. Donc, tout ce qui nous envahit sont laissés d'un point de vue neurophysiologique. Ça affecte le fonctionnement du cerveau. Donc, ça affecte cette capacité d'accéder à la bienveillance lorsqu'on se sent plutôt en contraction. Alors, je me permets là, déjà de juste préciser, on va avoir un moment avec vous le 29 septembre, justement, de parler de ce volet-là, et ça se fait justement ensuite à ce webinaire ici. Donc, pour ceux qui ça l'intéresse, regardez le groupe, le site là, du groupe Entreprise en santé, et la suite, on aura l'occasion d'avoir cette conversation-là. Donc, on est justement, là, ça nous donne une vingtaine de minutes. Je pense qu'on va continuer cette conversation-là, mais on va la prendre des participants. Donc, ils peuvent aller poser des questions, des précisions, des choses qui ont été dites jusqu'à ce point-ci. Moi, je demanderai à Flora, si tu es à l'aise, de revenir dans l'écran avec nous ou tout simplement rester en mode audio. Et s'il y a des questions, tu as l'air bon, on va être encore plus relax. Hein? S'il y a des questions qui ont émergé pendant la présentation, pendant cette conversation-là, qu'on peut partager et poser à Mario. Oui, merci. Alors, j'ai eu des nombreuses questions. On peut commencer peut-être par la question de Daniel Michaud. Merci pour votre question. Alors, vous avez parlé de plusieurs petites entreprises où la relation de confiance est peut-être plus facile à créer. Qu'en est-il des grandes entreprises? Excellente question. C'est une excellente question. Ma réponse à ça, c'est de dire que la norme et les démarches structurées comme ça sont d'autant plus importantes dans les grandes entreprises. Mais encore là, que ce soit une petite, moyenne ou grande entreprise, ça part par la haute direction. C'est sûr que la haute direction a un rôle crucial pour les valeurs, les modes de fonctionnement, les procédures, les politiques. Fait que ce soit dans la différence, c'est entre les petites et les grandes, c'est qu'entre les grandes, il y a différents paliers puis intermédiaires souvent entre la direction et les employés. Fait qu'il y a plus d'étapes là, pour en arriver à créer une conscience collective plus saine, je dirais. Mais dans les deux cas, ça part par la haute direction. Par contre, puis ça, parfois, on va me demander ça, dire qu'est-ce que je fais si ma haute direction n'est pas éveillée à ça, puis nous, dans notre équipe, on peut quand même faire quelque chose de façon locale, quand on a un peu d'autonomie. En fait, on le sait, dans la relation, la qualité de vie d'un employé au travail dépend beaucoup, le principal, c'est la relation qu'il a avec son directeur immédiat. Fait que si dans une grande entreprise, la haute direction n'est pas éveillée tant que ça, mais dans l'équipe, le directeur l'est, on crée une bulle. C'est à la mode, les bulles aujourd'hui. On peut créer une sorte de bulle où on est un peu, jusqu'à un certain point, protégé, où on peut développer cette notion de pleine conscience et de saine productivité. Mais évidemment, l'idéal dans les grandes entreprises, en fait, c'est quand ça part de la haute direction. Puis ça, ben, c'est par les changements de société, c'est par les conseils d'administration qu'on va y arriver. Mais dans les deux cas, ça part de la haute direction. Je peux apporter peut-être une précision aussi à ça. Ce qu'on remarque, nous autres, surtout avec un concept comme le développement vertical, le leadership conscient, etc., ce qu'on se permet de faire, souvent, c'est des groupes pilotes. Donc, on commence dans l'organisation à des endroits, parce que honnêtement, avec la pleine conscience, malgré ce que tu as mentionné plus tôt, Mario, il y a encore, c'est pas dans toutes les organisations où il y a un confort avec ça, il y a encore des stéréotypes et autres. Et on commence dans des groupes pilotes. Et on fait des mesures pré-poste. Alors, avec la donnée, c'est pas juste nous, là, on a vu la même chose des grandes entreprises comme SAP, Google, LinkedIn, etc. Ces programmes-là ont pris beaucoup d'ampleur avec la mesure.
Il y en a d'autres qui sont contre cette notion-là. Je sais qu'il y en a d'autres qui préfèrent ne pas aller vers la mesure, mais c'est une stratégie où on crée des pilotes, puis ça revient à dire, on crée une bulle, comme l'a mentionné Mario. On voit les succès et souvent il y a un effet de contamination. Ce groupe-là en parle à l'autre. Oh, on a fait ça, c'est génial. Plus, eux autres l'essayent, etc. Là, hop, d'un coup, la haute direction commence à écouter. Alors, ça peut être une approche, oui, c'est clair que le déploiement, le changement de culture vient par la haute direction, mais les premiers pas peuvent se faire par ces bulles, par ces groupes pilotes-là. Et là, finalement, il y a une approche top-down et bottom-up qui peut se rejoindre. Là. Parfaitement d'accord. D'ailleurs, même pour l'exemple de la norme, on a vu un exemple très, très, très rapide, la Ville de Québec, où ils ont décidé, il y a une douzaine d'années, d'implanter la norme entreprise en santé. Mais même si la haute direction avait cette valeur-là, ils ne l'ont pas imposée globalement. Ils sont allés sur un mode volontaire, de quelle équipe est intéressée. La première année, il y a eu 6 des 35 départements ou unités administratives qui ont embarqué pour mettre en place la norme. Et là, les autres autour ont vu ce qui se passait, ce qui fait qu'après un an, il y en a eu 6 autres. Et après 7-8 ans, il était rendu à 30 sur les 35 unités, sans forcer personne. En fait, ça devenait, parce que ça, c'est un autre, on a parlé de facteur de succès, l'engagement de la direction, mais un autre facteur de succès, c'est l'engagement et la participation de toutes les parties prenantes. Ouais. Alors, ça, c'est une bonne précision. Ce qu'on remarque aussi, contrairement à des enjeux comme la santé et sécurité, où l'entreprise a presque un devoir de mettre des systèmes et d'imposer. Que tu veuilles pas, tu portes tes lunettes. Il y a carrément des sanctions. Dans le cas de la santé mieux-être, c'est pour l'instant encore quelque chose qui doit être très intrinsèque. Et nous autres aussi, chez toutes nos interventions, on ne peut pas forcer à quelqu'un d'observer ses pensées, de prendre des moments pour eux, etc. Donc, ça se doit d'être un mouvement qui est volontaire, mais qui contamine tranquillement les collègues parce que les gens y voient des bienfaits. Donc, bonne nuance. Est-ce qu'il y a une autre question, Florent, pour Mario? Tu es en muet, Florent, tu es en muet, voilà. Oui, merci pour vos réponses. J'ai une question d'Isabelle Savard. Bonjour Isabelle, merci pour votre. En cette période de pandémie, le réseau de la santé et les services sociaux auraient bien besoin de leadership bienveillant. Avez-vous des établissements qui ont développé ce leadership bienveillant? Et j'aimerais juste compléter avec la question de Normand Paré. Merci Normand. Est-ce que l'humain est plus sensible à la bienveillance suite à la pandémie? Donc, 2 questions qui se recoupent un petit peu. Ben écoutez, pour répondre à ça, je vais paraphraser ou je vais reprendre les mots de Pierre Lavoie que j'écoutais récemment, puis qui répétait dans un même paragraphe, grâce au COVID, grâce au COVID, grâce au COVID, et non pas maudit COVID. Il y a quand même des choses positives qui sont émergées de cette grande crise qu'on a vécue puis qu'on vit encore. Et une des choses que moi, je pense qui risque de rester, c'est que ça nous a fait réaliser que les entreprises ont besoin d'employés en santé. Ont besoin d'employés en santé. On a mis le focus sur la santé physique là, avec le risque de contagion, mais je pense que ça va aider les entreprises à réaliser jusqu'à quel point l'humain, la santé de ses travailleurs est importante. Et l'autre chose, évidemment, ça l'a permis de remettre en question toutes sortes de paradigmes comme sur le télétravail, etc., puis de se rendre compte que ce qu'on prenait pour acquis, il y a des choses qu'on est obligé de faire qui fonctionnent aussi bien, donc qui va aider à libéraliser le télétravail, les horaires flexibles, etc. Donc, la pandémie, dans ce sens-là, je pense, va être un déclencheur. Bon, mais on verra vraiment dans 2-3 ans jusqu'à quel point ça va avoir été majeur sur la conscience collective. Mais il y a des bons côtés. Et ça, je pense que c'est dans les bons côtés. Au-delà de la souffrance, mais malheureusement, l'humain grandit souvent dans la souffrance. Et voilà. Je ne sais pas Carl, qu'est-ce que tu rajouterais là-dessus? J'aimerais juste revenir sur la question d'Isabelle. Est-ce qu'il y avait un volet dans le domaine, dans le réseau de la santé, Flora? Est-ce que j'ai bien compris la question d'Isabelle? C'est plus un constat. Hein? Je voulais juste revoir si on a bien répondu à la question d'Isabelle. Oui, c'était aussi de savoir s'il y avait des établissements qui ont développé un leadership bienveillant, si on avait des exemples. Dans le réseau. Dans le réseau. Écoutez, il y a effectivement plusieurs établissements du réseau qui ont des démarches de santé mieux-être. Je n'ai pas une connaissance très intime du réseau, fait que j'oserais pas, je peux pas répondre à cette question-là dans le sens que je ne connais pas les dirigeants de plusieurs établissements. Ce que je peux dire, par contre, c'est qu'il y a des établissements du réseau
qui ont en place des démarches de santé mieux-être, où il y a une volonté d'aller de l'avant. Et il faut bien s'entendre aussi, quand on parle de démarche de santé mieux-être, on parle de démarche d'amélioration continue. Parfois, on part de loin, mais c'est comme tout humain, on prend où est-ce qu'on est, puis on tente de progresser vers un mieux-être. C'est sûr, on le sait, nos établissements sont sous pression. J'ai travaillé longtemps dans le réseau de la santé. Je sais que c'est un réseau où c'est pas facile. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de défis. Mais il faut partir d'où on est. Et je sais qu'il y a effectivement des directeurs qui ont ça à cœur. Ils sont pris ils ont des contraintes, etc. Parce que, juste pour vous donner un exemple quand même, il y a quelques années, il y avait quand même 70 établissements du réseau qui étaient en démarche d'implantation de la norme entreprise en santé. Fait que c'était quelque chose qui était promu. Est arrivé les fusions et là, ça a mis ça sur la glace. Mais il y en a encore, actuellement, il y en a 3 ou 4 qui sont redevenus certifiés entreprises en santé. Donc, il y a une volonté certainement d'améliorer la situation. Moi, peut-être que j'aimerais ajouter à ça, pour avoir fait quand même une trentaine d'années que je travaille au niveau de la transformation des entreprises, et ce que j'ai remarqué, surtout de la grande entreprise, ça prend des systèmes, ça prend des démarches structurées, ça prend les bulles dont on a parlé, des projets pilotes, mais éventuellement, lorsque la direction de l'entreprise dit oui, on veut vraiment changer les cultures ou le mieux-être, physique, ça c'est déjà bien connu, mais le mieux-être psychologique doit faire partie de la culture. Là, je trouve que des notions comme la norme dont on vient de parler deviennent très structurantes. Autant que je suis un psychologue, là, je crois dans le besoin de changer les paradigmes des individus. J'ai remarqué avec l'expérience, comme on dit en anglais, systems drives behavior, donc les systèmes qu'on met en place, les processus, que ce soit de l'accréditation, qu'il y a des phases où les gens doivent franchir certains caps et certaines balises, ça donne un momentum. Donc, pour moi, c'est pas un ou l'autre, c'est vraiment un et l'autre. On doit travailler sur l'individu, les formations, une transformation personnelle, je pense, qui est au rendez-vous comme jamais avant. Donc, une prise de conscience de où sont les perceptions de menaces. Donc, les aider à créer un environnement sécuritaire pour eux, pour leurs équipes. Ça, c'est essentiel pour créer la santé, mais aussi que l'organisation se donne une démarche structurante et structurée qui permet justement de définir c'est quoi la finalité, on s'en va vers quoi, ça va être quoi chez nous, une entreprise en santé et un individu en santé. Donc, il y a des réflexions qui doivent avoir lieu à la haute direction et ensuite un plan de marche qui, effectivement, inclut la formation, revoir des systèmes qui sont possiblement à contre-courant, de soutenir la santé. Donc, il y a des audits qui doivent être faits. C'est une démarche de développement organisationnel, comme on peut les connaître en entreprise, mais la cible devient l'amélioration de la santé psychologique. Et encore mieux, comme le disait Marie au tout début, au-delà de la santé psychologique, c'est vraiment permettre un essor du potentiel humain. Puis quand on le prend par le côté le potentiel humain, pas juste travailler sur les déficiences, mais vraiment aider l'humain à être la meilleure version de soi. C'est quoi tes passions? Comment tu veux t'intégrer dans la dynamique de l'équipe, etc. Tout ça, c'est des facteurs qui contribuent à monter un momentum dans l'entreprise. Si on travaille sur le positif et le potentiel de l'être humain. Justement, Karl, sur ce point, on avait une question de Lima Dallaire qui disait les programmes de prévention pour les risques physiques sont très élaborés et présents dans les entreprises. Le modèle ne s'applique pas nécessairement pour le volet santé psychologique. L'élimination des risques de niveau psychologique est difficile, considérant que chacun vit son stress de façon très personnelle. Avez-vous des modèles qui ont fait leurs preuves? En fait, Karl, je me permettrais simplement de mentionner à cet effet-là que la norme entreprise en santé, même il y a 15 ans, amenait un aspect très innovant, c'est-à-dire qu'une des exigences de la norme, la version d'il y a 15 ans, c'était de dire que les entreprises devaient mettre en place une méthode d'identification et de correction des risques à la santé physique et psychologique. Et ça, il y a 15 ans, ça n'existait pas beaucoup, là, les méthodes d'identification et de correction des risques à la santé psychologique. En ce sens que déjà, on réalisait qu'il y a beaucoup de choses qui se font pour les risques physiques, chimiques, les bras coupés, etc., mais santé psychologique, qui est devenu, dans la plupart des milieux de travail, le risque numéro 1 à la santé et sécurité des gens. Et d'ailleurs, dans la nouvelle version de la norme,
on a mis beaucoup plus d'emphase sur les pratiques de gestion et la santé psychologique, plus que les habitudes de vie, qui sont un peu un acquis. Là. Les entreprises qui commencent là-dedans, souvent, la première chose qu'ils vont faire, c'est, comme dirait, le nom m'échappe, là, mais bon, pommes, carottes, bicycles. Autrement dit, on met des carottes, des pommes sur la table, puis on met des racks à vélo, puis on a fait tout ce qu'il faut pour la santé. Non. Il y a beaucoup plus de choses. Puis la santé psychologique, maintenant, c'est un incontournable. Et le COVID, on le sait, c'est un facteur de stress important. Donc, la santé psychologique. Il y a aussi une norme de santé et sécurité psychologique canadienne qui existe depuis quelques années. Il commence à y avoir quelques éléments. Il y a l'INSPQ qui a développé une grille d'identification des risques psychologiques, là, puis qui forme des gens à agir en milieu de travail. Il y a toutes sortes d'organisations, et il y a la vôtre, Mindspace, puis il y en a d'autres qui offrent des services de pleine conscience et de psychologie. Il y a quand même un éveil et il y a de plus en plus d'offres de services et de démarches structurées qui existent. Et, oui, Carl? Ben, je serais curieux, puis s'il te plaît, intervenir, Mario. J'ai travaillé pendant au moins une quinzaine d'années dans vraiment le domaine de la santé et sécurité, dans le sens traditionnel du mot. Et quand on parlait de santé, c'était vraiment la santé reliée au travail, c'était vraiment le côté ergonomique, etc., etc. On n'était pas au niveau de la santé psychologique. Puis là, je parle de très grandes organisations internationales. On ne voulait pas l'aborder il y a 10-15 ans. C'était effectivement trop personnel, on ne savait pas par quel bout le prendre. Mon opinion, ce que je vois en entreprise maintenant, notamment à ce moment-là, la plupart des réclamations, il y en avait peut-être 9 qui étaient au niveau de la santé physique, une au niveau de la santé plus psychologique. Et les dernières, je ne peux pas parler des statistiques globalement, mais je sais quelques entreprises qui me parlaient, justement, ce ratio-là s'est inversé. Il y a le côté santé psychologique qui occupe une bonne partie des réclamations, une bonne partie des préoccupations des équipes de direction. Entre autres, probablement, parce qu'on a une meilleure maîtrise de la santé et sécurité dans le sens traditionnel, tu sais, le port des équipements sécuritaires, etc. Moi, ma perception, c'est que c'est la prochaine frontière à l'entreprise, surtout dans les entreprises là où il y a des risques, bien, non, partout d'ailleurs, surtout dans les entreprises de services. On est rendu à regarder la santé psychologique avec la même discipline, la même rigueur, la même ampleur qu'on a regardé la santé et sécurité plus physique il y a 10, 15 et 20 ans. Et j'ai vu ce que ça prenait pour amener une entreprise, pour l'amener dans des standards mondiaux, dans les meilleures pratiques en santé et sécurité. Personnellement, ma petite histoire, c'est ce qui m'a fait faire ce que je fais aujourd'hui. Avant, personnellement, j'étais un stratège, je transformais des cultures d'entreprise, formation leadership et tout. Et là, je me dédie 100% avec Mindspace à transformer des cultures à la santé psychologique. Parce que j'ai vu ce qu'on a réussi à faire en santé physique, avec la santé et sécurité, et je me dis, on est rendu là. On est rendu à mettre en place des cultures organisationnelles où, littéralement, si on peut dire, le niveau de sensibilité, et on serait capable de toucher chaque employé pour que le niveau de santé psychologique, le plein potentiel humain par des divers programmes et des structures dans l'organisation vont mener à cette même élévation de la santé psychologique, comme on l'a vu au niveau de la santé physique. C'était tout simplement pas sur l'agenda des dirigeants. Et aujourd'hui, ça l'est. Donc, je pense qu'il va y avoir de plus en plus une plus grande fusion entre les départements traditionnels de santé et sécurité pour que la santé soit redéfinie. Je ne sais pas si ça résonne pour toi, ce que je viens de dire, Mario, s'il y a des choses à ajouter. Absolument. Moi, la seule chose que j'ajouterais, c'est que j'en fais un peu ma mission personnelle, d'essayer de sortir des silos quand même, en ce sens que oui, la santé physique, on peut pas faire abstraction de la santé psychologique, c'est interrelié, mais c'est vrai aussi pour la santé sociale puis la santé spirituelle. Si on veut développer la santé psychologique, c'est beau faire la pleine conscience, tout ça, si ta job n'a pas de sens puis qu'elle compte tes valeurs, tu pourras pas y arriver. Si ton environnement physique est pas bon, si tu fais pas d'activité, bref, tout est interrelié. Fait que jusqu'à un certain point, oui, c'est quand même une bonne idée de mettre l'emphase sur la santé psychologique en disant que c'est important, mais il ne faudrait pas oublier les autres aspects. C'est un excellent point. Sinon, on va passer à côté. Donc, fait que nous, c'est pour ça qu'on pousse sur la notion de santé globale, mais souvent, la meilleure façon d'aborder ça, c'est d'y aller un à la fois. Là, les gens, mais par ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit, Carl. Mais effectivement, ça devient un enjeu stratégique de l'entreprise, d'assurer qu'il y a un alignement, que les gens qui travaillent dans l'organisation sentent que la mission même de l'entreprise est alignée avec.
une santé de la communauté, des l'ensemble des parties prenantes, etc. Donc, ça fera une ampleur, effectivement, pour regarder toutes les dimensions dont vous parliez, là, sur le sens et la santé au niveau des équipes de travail, etc. Donc, puis je dirais qu'un des risques qu'on a toujours, comme on a eu en santé physique, c'est de faire attention qu'à partir du moment où la direction dit oui, c'est un enjeu, qu'elle ne pense pas qu'elle a toutes les réponses, puis qu'elle va dicter les réponses aux employés en disant vous allez faire ça, 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 on sait ce que vous avez besoin. Il faut que ça se fasse dans un climat de démarche participative où les employés sentent qu'on valide leurs besoins, qu'ils ont leur mot à dire, qu'ils font partie du processus. C'est les mêmes principes qu'en santé et sécurité d'ailleurs. Hein. C'est comme et ça, il ne faut pas l'oublier parce que des fois, on a tendance de bonne foi à vouloir aller trop vite. Puis, faut pas aller trop vite. Moi, il y a quelqu'un en ressources humaines qui m'avait déjà dit, mais je reprends ça en santé mieux-être. La meilleure façon d'aller vite, c'est d'aller lentement en ressources humaines. C'est-à-dire prendre le temps de voir les besoins, prendre le temps d'impliquer les gens, prendre le temps de les consulter. Et juste le fait de les impliquer dans le processus, déjà, on améliore leur niveau de santé. Avant même d'avoir fait quoi que ce soit. Là. C'est comme ça a été, je suis certain qu'il y a beaucoup d'autres questions. Flora, je regarde là, il nous reste 4 minutes. Je veux respecter aussi le 9 heures. Donc, je pense qu'on va mettre fin aux questions, si tu me permets. Et peut-être commencer à boucler, à moins qu'il y ait une dernière que tu sens qui peut être répondue en 1 minute. J'avais une question de Anne Chabert qui revenait sur les modèles d'organisation des entreprises. Est-ce qu'on voit une corrélation entre le mieux-être des employés et la mise en place d'une structure entreprise moins hiérarchique et plus horizontale? Peut-être en 2 minutes, c'est vrai mais ça, moi, la réponse que je donnerais, je pense que je viens de la donner en partie. C'est que le modèle directif autoritaire, c'est pas un modèle participatif. Il faut mettre une démarche de santé mieux-être et on est rendu là dans notre société. Les gens, ils veulent pas se faire dire quoi faire dans toutes les phases. Ils veulent sentir qu'ils ont leur mot à dire. Ça, on appelle ça l'autonomie décisionnelle, où j'ai quelque chose à dire un peu sur ma façon de faire la job. Donc, effectivement, dans les modèles émergents, à la limite, on parle de l'allocratie, c'est-à-dire des entreprises qui n'ont pas un boss puis des employés, mais où tout le monde a son mot à dire dans la direction. Mais il y a un aplatissement des structures qui, à mon avis, est simple, qui favorise la santé globale parce qu'on permet à tout le monde d'avoir son mot à dire. Bon, mais moi, je permets de prendre ce relais-là. On dirait que ça a été prévu d'avance. Le 16 octobre, notre prochain déjeuner causé est exactement ce sujet-là. Alors, on va avoir Philippe Carpentier de Brio qui va nous parler de l'entreprise progressiste, qui est exactement ce sujet de conversation-là. Donc, on va essayer de voir en quoi les structures d'entreprise sont en pleine évolution pour justement répondre à ce besoin de leadership bienveillant. Alors, justement, les prochains rendez-vous vont parfaitement dans la lignée des questions et de la suite. J'en profite aussi pour préciser, donc j'ai été invité par le groupe Entreprises en santé le 29 septembre prochain, justement pour aller un petit peu plus loin dans ce qu'on vient de discuter. Donc, quels sont les facteurs qui peuvent favoriser un leadership bienveillant? Donc, je vais aller plus avec l'approche neurophysiologique. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un reste pris dans ses anciens modes de gestion et qu'est-ce qui peut être libérateur pour justement aller vers la bienveillance? Parce que moi, je pense que c'est donné à tout le monde. La nature humaine est bienveillante. C'est qu'on a on ne s'en sent pas dans un environnement suffisamment sécuritaire pour laisser émerger cette bienveillance-là. Donc ça fait l'objet d'un webinaire où j'ai été invité chez vous, Mario, le 29 septembre. Donc rendez-vous pour ceux qui désirent être là. Et comme j'ai mentionné, le 16 octobre, c'est notre prochain webinaire New Mindspace qui va parler justement de cette entreprise progressiste au service de la saine performance. Donc c'est vraiment tout en continuité. À la suite de ce webinaire qui se termine en 1 minute ou 2, Flora va vous envoyer justement un courriel de suivi et on va préciser tout ce qu'on vient de vous dire. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à ajouter, Flora, sur le courriel qui va suivre et peut-être pour nous aider à clore ce webinaire. Non, simplement beaucoup de messages des participants qui vous remercient chaleureusement, Mario et Karl, pour ce webinaire et des nombreux commentaires comme quoi c'était très intéressant. Donc, on est content d'être là au service de la communauté. Alors, moi, j'en profite, Mario. Je sais que tu es bien sollicité. Donc, merci d'avoir pris le temps avec nous ce matin. Merci à tous les participants qui étaient très nombreux ce matin d'être avec nous. Et je vous souhaite une belle continuité, évidemment, avec une pleine santé. Alors, merci beaucoup. Tous. Merci. Merci encore une fois pour ton précieux soutien.
Alors, au revoir et bon week-end à tout le monde en passant. Au plaisir de se revoir le 16 octobre ou le 29 septembre avec l'équipe de Mario. Au revoir tout le monde. Au revoir Mario, au revoir Carl.